Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait de La Mouline ou Note après coup sur un ciel de Provence, publié par Ponge dans La Rage de l'expression en 1952. Cet extrait présente une réflexion de Ponge suite à un échange épistolaire avec Audizio, échange qui l'amène à une prise de position concernant sa manière d'écrire et surtout l'objectif de son écriture poétique. C'est là tout l'enjeu de La Rage de l'expression qui est contenu dans ces quelques lignes. Je passe ainsi à la lecture de l'extrait. Lorsque G.A., à propos du carnet de bois de pin, m'écrivait récemment « L'aboutissement de tes efforts risque trop d'être une perfection quasi scientifique qui, à force d'avoir été purifiée, tend à l'assemblage de matériaux interchangeables. Chaque chose en soi rigoureusement spécifique et aboutie est excellente. Le total devient une marqueterie. » Il était au fond du débat. Oui, je me veux moins poète que savant. Je désire moins aboutir à un poème qu'à une formule, qu'à un éclaircissement d'impression. On le voit, la critique d'Audizio amène Ponge à se positionner dans l'opposition apparente entre poète et scientifique. Entre les deux termes, c'est bien le second que Ponge revendique. En cela, nous pouvons nous poser la question suivante qui mènera le commentaire linéaire de ce texte. En quoi la poésie a-t-elle un caractère scientifique ? Pour répondre à cette question, je diviserai mon texte en 3 parties. Une première de la ligne 1 à 8, dans laquelle nous allons voir la distinction entre le poète et le savant et la prise de position de Ponge dans cette distinction. Puis une deuxième partie dans laquelle Ponge va préciser la spécificité de son propre projet, de la ligne 9 à 13. Et enfin, nous terminerons avec l'exemple que Ponge prend de La Fontaine, de la ligne 14 à 26. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur une mise en contexte qui va désigner l'échange épistolaire avec le verbe écrire, complété par un COD de première personne, me, désignant Ponge, et dont le sujet est G.A. Cet échange épistolaire se fait à propos du carnet de bois de pin, c'est-à-dire un autre des poèmes publiés dans La Rage de l'expression, poème au sujet duquel le recueil publie aussi un échange, une correspondance avec le même G.A. Il s'agit ici d'une reprise, d'un retour en arrière sur quelque chose qui a déjà eu lieu, mais qui continue de poser question, qui continue d'interroger le poète, puisque précisément, alors même qu'il écrit un autre poème, il semble hanté par la remarque qui lui a été posée et qu'il prend comme une critique. La dissociation de Ponge avec cette remarque va se modéliser par la reprise au discours direct, comme on le voit avec les 2 points et les guillemets. Cette remarque a donc bien valeur de critique, comme le montre le verbe risqué, modalisé par l'adverbe trop. Il s'agit pour G.A. d'opposer l'objectif du poète, que l'on voit avec l'aboutissement des efforts, et l'objectif de la science, la perfection quasi scientifique. Cet assemblage de matériaux interchangeables, dont on se souvient dans le carnet du bois de pin qu'elle aboutit à un extrême, puisque on va avoir précisément une série d'éléments interchangeables dont Ponge nous indique les différentes combinaisons possibles, tend effectivement à une dimension scientifique, puisque finalement, dans cet état de fait, le poème ressemblerait presque à un système d'équations. Le champ lexical de la science se poursuit avec l'idée de rigueur, de spécificité, et l'idée de marqueterie vient synthétiser, par la métaphore, l'idée d'assemblage de matériaux interchangeables. On se souvient que Ponge avait déjà réagi à ce mot de marqueterie, il l'avait trouvé inapproprié, puisque pour lui, s'agissant d'une salle de bain, il aurait mieux valu parler d'une mosaïque, mais ici, il s'agit d'un autre problème. Ici, il ne revient pas sur le terme, mais il revient sur le fond du débat. Et ce débat, eh bien, c'est précisément l'opposition sous-entendue par G.A. entre l'objectif du poète et l'objectif du scientifique. Et c'est dans ce débat, dans cette opposition, qu'il s'agit pour Ponge de se placer, de prendre position. Oui, je me veux moins poète que savant. Ici, il est intéressant de noter la formulation, puisque poète est placé en premier, avant savant, parce que c'est la manière dont les gens le perçoivent, en tout cas la manière dont Audizio le perçoit, et cette attribution est opposée à celle de savant, placé entre guillemets, pour reprendre la critique. Simplement, cette opposition est modélisée par le recours à un comparatif d'infériorité, moins que, qui vient compléter le verbe vouloir, redoublé par le verbe désirer, là encore repris avec une structure de comparatif d'infériorité, moins qu'à, inaugurant un système de parallélisme qui insiste justement sur ce parallèle
entre le poète et le savant. Le parallélisme se poursuit avec l'idée de poème qui reprend celle de poète et l'idée de formule qui reprend celle de savant. Simplement, ici, il est intéressant de voir la styleps sur le mot formule, puisque précisément, on peut parler de formule littéraire autant que de formule scientifique, et cette styleps avait déjà été utilisée dans le parti pris des choses, dans le poème L'huître. C'est donc un terme qui est important dans la poématique pongienne, puisque c'est précisément le but qu'il se donne, ou en tout cas le but qu'il donne à la poésie. Si la citation de G.A. rattachait la réflexion au carnet du bois de pain, ici l'idée d'éclaircissement d'impression va rattacher la réflexion précisément à la mounine, puisque c'est l'objectif de ce poème que de retrouver l'essence même de l'impression esthétique qu'il a vécue lors de ce lever de soleil dans le ciel de Provence. Il s'agit alors de fonder une science dont la matière serait les impressions esthétiques, mais si cela permet à Ponge d'exprimer la prévalence de la science dans sa poésie, c'est aussi une interrogation, comme le montre la modélisation, s'il est possible de. Ainsi, la prise de position de Ponge est aussi une prise de risque, puisqu'il se lance finalement dans une entreprise dont il ne sait pas si elle est possible. Je passe ainsi à ma deuxième partie, qui s'ouvre elle aussi sur une citation, mais cette fois-ci il ne s'agit pas d'une citation de G.A., mais d'une citation précisément de Ponge lui-même, mais qui résonne un peu comme la réponse épistolaire par le retour du verbe écrire. Simplement, il est intéressant de noter que tout reprendre depuis le début résonne en contexte, écrivais-je il y a 15 ans, un peu comme une mise en abîme. Puisque précisément, si l'on revient 15 ans en arrière, eh bien, il y a bien une reprise du début de la réflexion qui avait débuté précisément 15 ans en arrière. Cette mise en abîme va venir innerver alors la réflexion en elle-même, puisque de la même manière que les parallélismes faisaient le lien entre le rôle du poète et le rôle du savant, eh bien, la mise en abîme va faire le lien entre la réflexion et l'écriture de cette réflexion elle-même. Nous disions qu'il y avait un doute sur la possibilité de cette science nouvelle. Ce doute va se spécifier par le système de parallélisme, là encore, par le biais de l'anaphore, de la conjonction de coordination, ni un traité scientifique, ni l'encyclopédie, ni Littré. Ici, nous avons une progression du genre littéraire à un projet littéraire, à un exemple, à une œuvre littéraire. Donc on a bien une progression, mais en même temps, tous ces éléments relèvent bel et bien du genre scientifique, soit explicitement par l'adjectif, soit implicitement par l'objectif de l'encyclopédie, ou par la démarche de Littré. Il s'agit alors de prendre ces trois exemples précisément comme des modèles, mais des modèles dépassables, quelque chose de plus, et récusable, et de moins. Il s'agit donc de trouver une voie propre. De là alors va émerger finalement la spécificité du projet d'écriture de Ponge. Le moyen d'éviter la marqueterie, c'est-à-dire le moyen de répondre à la remarque d'Audisio, puisqu'on a la reprise toujours du terme marqueterie qui était déjà présent en ligne 5, sera de ne pas publier la formule, on retrouve le mot de la ligne 6, mais de publier l'histoire complète de sa recherche, le journal de son exploration. Il est là le projet de Ponge, non pas publier des poèmes, mais l'histoire de la recherche du poème. Et c'est là quelque chose qui est important, puisque précisément, il s'agit là fondamentalement de la démarche de la rage de l'expression et de la mécompréhension de cette démarche, puisque l'on pourrait croire que Ponge a publié des brouillons, alors qu'en fait ces brouillons sont précisément le poème. Il est intéressant de voir toujours la reprise en parallélisme, ne pas publier seulement, mais publier l'histoire complète, qui montre toujours le parallèle qu'il y a à faire entre la réflexion et la mise en pratique de cette réflexion dans le texte lui-même. Puisque précisément, il est en train de chercher la formule, il est en train de chercher la réponse au problème que lui avait posé G.A. dans son analyse, il est toujours dans une démarche scientifique. Il s'agit alors ainsi, par cette démarche, de gommer ce qui était de l'ordre de la croyance, la formule à laquelle on a pu croire avoir abouti, pour aboutir à une forme de vérité, là encore, d'ordre scientifique. Je passe ainsi à ma troisième partie. La parole revient à Audisio, modélisant ainsi dans le texte lui-même la discussion, et c'est précisément une discussion, puisque les verbes écrire, de la ligne 1 et 9, vont être remplacés à la ligne 14, précisément par le verbe dire.
Là encore, on retrouve le discours direct avec les 2 points et les guillemets. Il s'agit donc véritablement non pas de quelque chose de figé, mais de quelque chose de dynamique, une réflexion en marche. On est toujours dans cette idée de publier l'histoire complète de la recherche, et donc bien dans le projet scientifique. Par ailleurs, la progression dans la réflexion, et donc la progression dans l'élucidation du problème, va être modélisée par le passage des initiales à la ligne 1, GA, à la révélation du nom, Audisio. Il y a donc bel et bien un éclaircissement, comme on le voit à la ligne 6, une élucidation, une résolution de problèmes en cours. Le nouveau problème, il porte sur le rôle de l'artiste. Simplement, ce problème est de l'ordre de la croyance. On retrouve, là encore, l'idée de croire. Idée de croyance contre laquelle s'inscrit Ponge, puisque lui, en tant que scientifique, est du côté du savoir et non pas du croire. Il est du côté de la vérité et non pas de l'impression. Il s'agit d'éclaircir les impressions, de les élucider, faire la lumière dessus. On se souvient par ailleurs que tout le poème de la Mounine ne sert qu'à cela, retrouver le lever du soleil sur le ciel de Provence. Cette modélisation de la discussion en cours va se poursuivre, cette fois-ci avec l'usage du discours indirect libre. Voyons, cher Audisio, ici il n'y a pas de guillemets, mais à travers l'apostrophe, à travers la première personne du pluriel, on est bel et bien dans une réponse directe à la remarque par Ponge. Et cette réponse, elle va se fonder sur un exemple, on pourrait dire officiel, qui est une référence au lion et au rat écrit par La Fontaine. Il est intéressant de voir avec le verbe parvenir le retour à la question initiale de l'aboutissement qui était convoqué à la ligne 2 et qui énerve le texte puisque l'on voit le verbe aboutir à la ligne 6 et à la ligne 12. Donc il s'agit bien toujours de la même question, celle de l'aboutissement finalement, celle de l'objectif poursuivi. La citation alors, qui est un stylème aussi chez Ponge, va ici servir comme d'une modélisation d'une expérience scientifique, puisque le poème de La Fontaine va du coup être considéré ici un peu comme un objet du monde qui serait observé par le scientifique qu'est Ponge pour pouvoir lui donner une explication. Cette explication, elle se fonde sur une double question qui en fait synthétise l'objection d'Audisio. Où est en cela La Fontaine ? Où est le moment conjoint du lion ou du rat avec lui ? On retrouve toujours ce système de parallélisme qui est récurrent dans le texte, toujours pour montrer ce parallèle à faire entre problème, explication, poème, formule. Une hypothèse, formulée de manière négative, n'y a-t-il pas là plutôt une perfection quasi-scientifique ? On retrouve exactement ce que Audisio disait à la ligne 2, perfection quasi-scientifique. Donc finalement, Ponge va montrer que son projet n'a rien de novateur, il était déjà fait avant chez des gens reconnus officiellement, La Fontaine, et la naissance de la formule, on retrouve toujours le mot, une naissance de formule qui est apposée du coup à la perfection quasi-scientifique, donnant ainsi une valeur d'équivalence. La virgule pourrait être remplacée par le signe égal pour toujours donner cette idée de science. Et la réponse finale, formulée de manière positive cette fois-ci, toujours en parallélisme, n'y a-t-il pas là, il y a la vérité, et cette idée de vérité qui va toujours aller dans le sens précisément de la science contre la croyance. Apparaît ainsi la moralité, qui explicite la morale présentée dans la citation, et l'idée de proverbe va alors reprendre l'idée de formule, tout en lui redonnant son aspect plus littéraire. Et il s'agit ainsi bel et bien de montrer cette synthèse, finalement, du poème et de la science, du poète et du scientifique, dans l'objectif de Ponge, mais toujours sous le régime du conditionnel. J'aimerais. En quoi la poésie a-t-elle un caractère scientifique ? Tout d'abord, nous avons montré qu'il y avait dans tout le texte une forte distinction entre poète d'une part et scientifique d'autre part. Mais cette distinction est utilisée pour mieux la remettre en cause par Ponge, parce qu'il s'agit moins de les opposer que de les assimiler l'un à l'autre, cette assimilation passant notamment par la sileps sur le mot formule qui apparaît tout du long du texte. Par ailleurs, les multiples parallélismes vont venir valider le parallèle de l'un à l'autre, du poète au scientifique.
Ils mettent aussi en valeur le système de mise en abîme de l'écriture, qui assimile cet extrait précisément à l'histoire de la recherche de la formule qui serait la réponse au problème initial. En cela, on pourrait voir une progression quasiment scientifique du texte lui-même, puisque nous avons un problème initial, des hypothèses qui sont posées, des thèses à laquelle on aboutit, et des preuves qui vont venir valider la vérité de cette formule. Ainsi, ici, Ponge ne présente pas véritablement un nouveau paradigme d'écriture, puisque La Fontaine l'a déjà fait avant lui, mais ce qu'il présente, c'est bien plutôt un nouveau paradigme d'interprétation. Et en cela, il est précisément scientifique, puisque la science a bel et bien pour but d'interpréter le monde. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter les expansions du nom dans les lignes 22 et 23. Les expansions du nom sont des outils syntaxiques qui permettent d'ajouter des informations sémantiques sur un nom en lui étant liées de trois manières différentes, soit par le biais d'une proposition subordonnée relative, soit par le biais d'un adjectif, soit par le biais d'un groupe nominal prépositionnel à valeur de complément du nom. Alors ici, il faudrait faire attention à ne pas confondre le « ou » accent avec le pronom relatif, puisque ici nous sommes dans un système d'interrogation directe, ce qui fait qu'il s'agit en réalité d'un adverbe interrogatif. Nous n'avons donc aucune proposition subordonnée relative dans notre extrait. Pour ce qui est des adjectifs, nous en avons deux. Le premier est un adjectif verbal, épithète, puisque conjoint vient du verbe joindre, et il complète le nom commun moment en lui étant directement rattaché. En l'occurrence, il est postposé, lui donnant une valeur objective. Le deuxième est l'adjectif scientifique, qui lui est un adjectif qualificatif occupant la fonction apposée. Anciennement, on appelait épithète détachée. Donc celui-ci aussi est postposé. Par contre, il est détaché du nom qu'il complète, perfection, par l'adverbe quasi, qui va venir modaliser son utilisation en superlatif absolu. Pour ce qui est des compléments du nom, maintenant, nous en avons trois. Du lion et du rat, qui sont compléments du nom moment. Ils sont corrélés par la conjonction de coordination ou, qui évite la répétition du nom commun moment, qu'ils complètent tous les deux. Dans les deux cas, il s'agit de la préposition de, qui introduit respectivement le lion et le rat, du étant la contraction effectivement de plus le. Enfin, nous avons deux formules qui complètent naissance par le biais de la préposition de, qui ne pose cette fois-ci aucun problème d'interprétation.